celui qui s'attend à avoir des graphiques dans tous les sens et des bandes de Bollinger sur l'appli Trade Republic parce qu'il y a trade dans le mot, il va être déçu. Ton meilleur ami, c'est le temps. Ton pire ennemi, c'est les frais. Parce que tous les deux subissent le même mécanisme qui est la composition. Après, la notion de risque, on en reparlera, si tu veux. Parce que laisser de l'argent sur ton compte courant, c'est considéré comme non risqué, sauf que tu es sûr de perdre de l'argent face à l'inflation. Bienvenue sur Les Investisseurs 4.0, le podcast qui explore les stratégies et les méthodes pour développer son patrimoine immobilier quand on a 40 ans, un job à plein temps et une vie de famille trépidante. Pour préparer une retraite qui sera très probablement privée, il n'est pas suffisant de savoir créer du patrimoine, notamment via l'investissement immobilier, et de l'optimiser fiscalement. Encore faut-il savoir appliquer intelligemment le fruit de ces investissements sur des supports solides qui sauront nourrir la boule de neige sur le long terme. En moyenne, 18 000 € dorment sur des comptes courants non rémunérés par foyer. Aujourd'hui en France, c'est énorme, étant donné l'effet ravageur de l'inflation sur leur pouvoir d'achat. Cela montre qu'il y a encore du chemin à faire pour optimiser sa capacité d'investissement à long terme. Comment sortir de cette situation et corriger ces comportements néfastes? On en parle avec Vincent Grard, directeur France de Trade Republic, un service financier innovant qui est en train de conquérir massivement le marché des solutions d'investissement. Il m'a suffi d'un sondage en story sur Insta pour m'en rendre compte. Au cours de notre conversation, on verra sur quel constat Trade Republic est entré sur le marché des investissements et quelle mission elle se donne pour les épargnants français, quelles sont les caractéristiques innovantes de l'offre Trade Republic et pourquoi les banques traditionnelles peinent à s'aligner. Quelle différence il existe dans le comportement des épargnants en Europe? Combien pourrait ou devrait coûter une carte bancaire ou une tenue de compte et combien elle coûte vraiment? Quelle est la manière la plus efficace d'investir sur le long terme? Quels sont les services qui pourraient voir le jour pour booster encore davantage notre capacité à investir? Un épisode en collaboration avec Trade Republic qui te donnera une vision plus claire de ce qu'il est possible de faire pour reprendre le contrôle de tes finances. J'ai été personnellement assez séduit par l'avantage de ce compte, notamment pour optimiser le fonds de roulement en parallèle de mes autres comptes. Avant de démarrer, je te rappelle que si tu souhaites aller plus loin dans la programmation de ce podcast, tu peux t'abonner à la newsletter des investisseurs 4.0 en passant par le lien investisseur avec un s40.com/nl comme newsletter. J'y partage notamment mes réflexions, étapes entrepreneuriales et un résumé des découvertes et apprentissages faites sur ce podcast. Allez, sur ce, on part avec Vincent à la découverte des options innovantes pour booster notre capacité d'investissement. C'est parti. Salut Vincent, bienvenue chez les investisseurs 4.0. Salut Paco. Merci beaucoup d'être là pour nous éclairer un petit peu sur les sujets d'épargne d'investissement des Français. L'idée que, on en parlera, mais l'idée que j'avais envie de voir à explorer avec toi, c'est ta place chez Trade Republic vous donne une perspective quand même assez grande sur comment les Français investissent, épargnent, qu'est-ce qui se passe, comment on crée tout ça. Je sais que tu es très impliqué dans l'éducation financière également, donc ça va être, je pense, un peu le gros fil conducteur un peu de la conversation et je pense le point d'avantage sur lequel, avec Trade Republic, vous vous situez. Donc ça sera cool. Pour démarrer, peut-être pour les gens qui ne connaissent pas du tout, est-ce que tu pourrais te présenter? Ouais. Bon, déjà, merci pour l'invitation. Je suis très heureux d'être là aujourd'hui avec toi. Donc moi, je m'appelle Vincent Grard, je suis le directeur France de Trade Republic. Je vais pas te refaire, je pense, tout mon parcours, mais j'ai une carrière qui a été toujours centrée sur le monde de l'épargne, toujours du côté investissement plutôt que épargne. D'ailleurs, ça, on pourra peut-être en venir. Il y a peut-être des définitions de mots épargne-investissement qui, au final, sont un peu en train de changer maintenant, où ces deux mondes-là commencent à bien se rapprocher. Donc voilà, carrière dans l'épargne, toujours au service des gens, j'ai envie de dire, dans le sens où c'est de la création de produits. J'ai toujours été dans des boîtes qui ont cherché à innover sur la partie épargne, à soit donner plus d'accessibilité aux produits pour pouvoir le proposer au plus grand monde, soit des produits qui étaient un tout petit peu mieux pensés et des boîtes beaucoup mieux structurées qui permettent au final d'avoir des produits de même qualité mais beaucoup moins chers pour l'investisseur ou l'épargnant. Donc vraiment, du coup, avec toujours le pouls sur le client final, son utilité, son intérêt, j'imagine, ouais. C'est vraiment le cœur de tout ce que tu as fait dans ton parcours depuis le début. Complètement, toujours ce qu'on appelle du B2C. Donc sur des produits qui sont à destination de l'investisseur et pas sur des produits qui sont à destination d'autres sociétés financières qui vont elles-mêmes les revendre à des investisseurs finaux. Donc ouais, c'est une part importante du mindset, désolé pour l'anglicisme, ouais, pas de problème. qu'on a chez Trade Republic. C'est vraiment le client, les retours des clients et l'amélioration en fonction du client. Comment t'en es venu justement à ce rôle qui est assez récent chez Trade Republic? Écoute, c'est comme je pense beaucoup de choses dans la vie, c'est une histoire de rencontre.
Il y a des chemins qui se croisent. J'en ai croisé un, c'est celui de Mathias Battino, que tu connais peut-être, qui est le directeur Europe de Trade Republic. On a déjà travaillé ensemble dans d'autres entreprises. Puis on s'est séparés et au final on s'est retrouvés. Tu sais, c'est toujours une question de... Il y a toujours un petit facteur chance, je pense. Il y a toujours un facteur rencontre. Et après, c'est juste des valeurs qui matchent ensemble, où les gens en fait se retrouvent avec les mêmes objectifs, la même vision un peu du monde, et se mettent à travailler ensemble. Ouais, bien sûr, c'est toujours l'humain qui fait que tu as envie après et que ça évolue. Mais tu as plus un profil, tu dirais plutôt du coup commercial que ingénieur ou que autre chose. J'ai un profil financier dans le sens où mon parcours universitaire, en tout cas mes études, ont été très orientées finance. Maintenant, après, commercial, oui et non. En fait, tu te rends compte que un bon produit d'investissement ou d'épargne, c'est le produit qui fait l'argumentaire commercial, et c'est pas le commercial en lui-même. Il n'y a pas de technique de vente pour ça. Tu vois, chez Trade Republic, on n'a pas de service commercial. On n'a pas des gens qui appellent pour proposer des produits financiers à des particuliers. C'est le produit, en fait, le support commercial. On a du marketing qui est plus ou moins digital. Ça peut être papier aussi, hein, des pubs que tu retrouves dans les journaux, mais dans l'idée... tout argumentaire est lié au produit. Si quelqu'un vous appelle et se fait passer pour quelqu'un de Trade Republic, c'est probablement une arnaque. Ah d'accord, c'est arrivé. Voilà, je t'ai dit qu'on n'a pas de service commercial. Okay. Et donc oui, il y a toujours des petits malins ou des gens pas sympas qui tentent des scams. J'en vois quelques-uns parfois, si tu veux, qui tentent de contacter des gens, ou on me les signale sur Twitter ou sur Instagram, comme les faux comptes et ainsi de suite. Voilà, sachez que si quelqu'un vous appelle pour vous proposer, ou même vous envoie un email pour vous proposer des services de Trade Republic, c'est probablement une arnaque. C'est pas le bon, quoi. Parce qu'on a souvent l'impression que c'est assez complexe et qu'il faut justement que les produits financiers qu'on nous offre pour l'épargnant, en fait, est quelque chose d'assez complexe et qu'il faut, pour l'expliquer, beaucoup de technicité dans l'ingénierie financière, etc. Alors, ça, c'est ce qu'on t'a fait croire. Ça vient du fait que ton conseiller bancaire dans ta petite banque traditionnelle, au final, il est pas forcément beaucoup plus éduqué que toi, mais il te récite un discours qui se veut volontairement complexe, avec des mots complexes, la volatilité implicite, ce genre de choses, pour que tu aies le sentiment d'être largué, et que du coup, tu dois lui faire confiance, et que c'est lui l'expert. Sauf qu'en fait, il n'y a rien de compliqué, si tu veux, dans les produits d'épargne. À partir du moment où tu as compris comment ça marchait, les taux d'intérêt, les intérêts composés, les frais composés, globalement, tu as fait 80% du chemin. Après, c'est même pas des mathématiques. On parle quand même d'addition ou de multiplication. Ça va pas plus loin. Il n'y a pas de tangente, de complexes mathématiques un peu poussés. Tu peux m'expliquer justement dans quel esprit vous êtes arrivé sur ce marché avec Trade Republic? Qu'est-ce que vous avez cherché à faire? Alors, tout part d'un constat. Il y a un constat qui est, j'allais dire forcément connu, mais en fait, c'est pas tant la réalité de ça. Et surtout en France. Le problème, c'est, on appelle ça le pension gap. Donc c'est la crise des retraites, mais d'un point de vue européen. Donc c'est l'écart entre ce que tout le monde cotise pour payer les retraites et les retraités qui en profitent. C'est sous contrôle pour l'instant, plus ou moins en France. Hein, tu peux regarder les journaux, on en parle beaucoup en ce moment. Le fait est qu'en 2050-2070, ça sera plus en contrôle. Parce que le système actuel, comment il est construit, fait que tu n'auras plus en fait assez de gens qui vont payer pour les retraités à un moment. Voilà, c'est un concept très simple, ça s'appelle la démographie. Ouais. Voilà, il y a des gens qui font eux-mêmes des enfants et ainsi de suite. Et ben, les gens de maintenant font de moins en moins d'enfants. Les gens d'avant, on faisait déjà un tout petit peu moins que les gens d'avant, et ainsi de suite. Donc au final, il y a moins de gens qui travaillent. Enfin, il n'y a pas, dans l'absolu, pas moins de gens, mais il y a, toute proportion gardée, il y a moins de personnes qui vont mettre dans le pot que de personnes qui vont se servir dans le pot. Et donc le système, là comme il est déjà en partie déficitaire. On l'anticipe déficitaire de 100 milliards encore dans quelques années. Il ne tient pas. Excuse-moi de te couper, comment est-ce que tu crois qu'avant que vous arriviez, les professionnels dans le secteur adressaient ce problème pour les épargnants, qui est déjà connu depuis, comme tu le dis, un petit moment? Je ne suis pas certain qu'il ait été vraiment adressé.
il a été adressé en partie, puis on parle juste de la France, avec le système du PER. Mais en fait, quand tu regardes bien le PER, tu sais comment fonctionne le produit. Quand tu mets de l'argent sur ton PER pendant que tu travailles, tu as un avantage fiscal sur ce que tu as mis dedans, qui est déduit immédiatement. Donc tu réduis tes impôts chaque année quand tu verses dans ton PER. Et à la fin, quand tu prends ta retraite, tu payes la fiscalité sur les gains que tu as fait parce que ton argent a été investi pendant ce moment-là. Qui supposément sera un peu moindre parce que ta TMI sera tombée, quoi. Supposément. Et supposément aussi si la loi ne change pas d'ici là. Parce que là, tu participes à un jeu quand même où les règles peuvent être modifiées tous les 4 matins. Donc c'est un peu différent. Mais surtout, ça s'adresse que à des gens qui payent des impôts. Oui, si ton taux d'imposition il est à 4%, je vois pas l'intérêt d'aller ouvrir un PER. Et au final, tu te rends compte qu'il y a même pas il y a 55% des gens, des foyers qui payent l'impôt sur le revenu. Et si tu regardes les gens qui payent un taux compris entre 30 et 50, tu tombes à moins de 11%. En fait, le PER, c'est vraiment un produit pour des gens qui ont des gros revenus. Et qui s'occupe de la retraite des autres, du coup ? Il n'y a personne, donc il faut qu'ils fassent eux-mêmes. C'est vraiment sur ce sujet-là. C'est le constat de ce problème-là. Pour lequel nous, on a vocation à être sur le marché. Et c'est pour ça qu'on a créé ce produit-là. Et l'idée, le mécanisme du produit, tu peux expliquer justement pour... Alors, quand tu tires le fil, une fois que les gens ont compris qu'ils ont une quasi obligation d'épargner et d'investir, tu te poses la question de où est-ce que tu vas aller faire du rendement. Quand tu as 20, 30, 40 ans et qu'il te reste encore à minima 20, 30, 40 ans d'investissement devant toi, ou que ton investissement actuel a le temps de générer des petits, tu vas regarder sur quelle classe d'actifs tu peux investir. Et au final, il y a deux classes d'actifs qui sont intéressantes, l'immobilier et les marchés financiers. Il y en a un que tu peux faire avec de l'effet de levier, l'immobilier, et tu as l'autre que tu fais avec le cash que tu as. Et en fait, il faut faire les deux. C'est une double machine. Ton premier objectif, généralement, ça va être d'avoir ta résidence principale de rembourser au moment de ta retraite. Parce que comme ça, tes revenus vont baisser de manière drastique au moment de ta retraite. Ça baisse quasi de 30%. Mais en même temps, tu es plus censé avoir ton crédit de résidence principale. Donc c'est censé un petit peu s'équilibrer là-dessus. Et les marchés financiers, il y a une règle très simple. Tu investis 5% de ton salaire à partir du moment où tu as 30 ans sur un support qui va te donner 5% de rendement par an. Tu vas compenser tes 30% de perte de pouvoir d'achat au moment de la retraite. Ça va venir compenser les revenus qui vont te manquer entre le montant de ta retraite et le montant de tes salaires quand tu étais encore actif. D'accord. Même après l'avantage fiscal que tu as eu par rapport à la baisse de la TMI sur ta fiscalité Alors là, on n'est plus dans le cadre du PER. Je te parle d'un actif en général. Oui, d'accord, pardon. Et notamment des actions. Ouais. Et ça, donc ça, c'est c'est assez parlant. C'est sur la base de... Tu mets 5% de ton 5% salaire. de ton salaire, net ou brut, peu importe. En fait, j'ai un petit tableau, d'ailleurs, je pourrais te l'envoyer. Tu vois, tu fais un petit tableau. Ça va te donner un capital. Mais d'ailleurs, t'en parlais, je pense, dans une de tes émissions précédentes sur, je sais plus son prénom, mais celui qui parlait du mouvement FIRE. Ouais, la consommation du capital. Okay. Le mécanisme est le même. Pendant tout le moment où tu es en activité, tu épargnes sur un support qui, lui, te génère des intérêts, les marchés financiers, avec les dividendes et ainsi de suite. Et au moment de ta retraite, tu te retrouves avec un capital sur lequel tu vas encore générer des intérêts, mais sur lequel tu vas commencer à piocher pour venir compenser ta perte de revenus. Donc c'est exactement ce que cette personne expliquait sur le mouvement FIRE, sauf qu'au lieu de le faire à 30-35 ans, tu le fais vraiment à 60 ans. Ouais. Donc c'est un tout petit peu plus souple, j'ai envie de dire, sur les conditions. C'est vrai, ouais, c'est intéressant. Le niveau de privation. Après, dans sa méthode, comme c'est la consommation du capital, c'était Guillaume Angot qui expliquait, il y avait un côté risqué dans le sens où il fallait penser psychologiquement quand même que tu rognes, tu manges un petit peu dans ton capital, jusqu'au moment où, voilà, tu vois, c'est un peu dans le mouvement aussi, die with zero, tu vois, t'arrives à la fin, c'est ça. Tu consommes ce que tu as besoin. Voilà. Ouais. Après, c'est toujours une moyenne. Moi, mon petit tableau, il tient juste compte de l'espérance de vie moyenne d'un homme ou d'une femme selon l'INSEE.
Je ne sais pas si potentiellement dans 40 ans, l'espérance de vie, la moyenne, elle sera plutôt à 105 ans plutôt que 87, tu vois, par exemple. Mais dans la préconisation des 5%, là, tu es net d'inflation? Tu es non net d'inflation. Ok, donc ça absorbe encore une fois une hypothèse d'inflation autour des 2,4, quoi. Ouais. Okay. Donc ce qui veut dire quand même en net, tu es plus à 2, ce qui semble pas énorme en termes de... Plus à 2, après le constat que j'ai pris sur les 5% de rendement, il est vraiment sous-pondéré par rapport à la moyenne des marchés financiers sur les 20 dernières années. Peu importe la période que tu prends, là, sur les 20 dernières années, tu prends 10 ans, peu importe dans quel montant, tu seras à peu près en moyenne à 7,5 par an. Ouais, c'est le levier en les intérêts composés qui crée la dynamique. Ah bah, de toute manière, c'est les 5% que tu vas épargner dans les 10 premières années qui vont te faire une grosse majorité du gain que tu auras 40 ans plus tard. Qu'est-ce que... En entrant sur ce marché comme vous êtes en train de le faire avec Trade Republic, vous êtes en mode quand même, on peut dire, essayer de disrupter, en tout cas d'apporter des produits innovants. J'imagine que, et c'est ça qui est intéressant, c'est que tu as dû faire pas mal d'analyses du marché en tant que tel, tu vois. Pas tant que ça. D'accord. Pas tant que ça, parce qu'en fait, ce qu'on est en train de faire chez Trade Republic, c'est pas de faire que des gens qui épargnaient habituellement via une banque tradie ou autre viennent chez nous. Ce qu'on est en train de faire, c'est qu'il y a des gens qui épargnaient pas parce qu'ils n'avaient pas conscience qu'il y avait un problème sociétal sur les retraites, il y en a plein si tu veux, et qui maintenant se mettent à épargner. Parce qu'on a levé en partie ce frein que tu expliquais au démarrage sur l'idée que tiens, c'est compliqué d'épargner, je comprends pas. Quand tu fais de l'éducation financière sur les marchés comme on peut le faire, notamment grâce aux créateurs de contenu, derrière, tu retires ce blocage psychologique que les gens ont parce que tu leur as donné la connaissance nécessaire et ils peuvent prendre leurs décisions eux-mêmes. Ils peuvent comparer des offres. Et ils ont déjà ils ont compris que c'était vraiment nécessaire et indispensable d'investir. Donc, on crée un marché. On n'est pas en... Enfin voilà. Du coup, l'analyse du marché, elle a plutôt été sur... Qu'est-ce qui ne va pas en France? Pourquoi les gens n'investissent pas? Il faut essayer de comprendre ça. Donc ça veut dire que tu n'as pas ciblé les produits qui étaient déjà placés ailleurs, que les gens ont été démarchés par leur banquier, leur CGP, mais plus à la source du coup, et peut-être ça explique aussi à la proportion énorme qu'ont les gens dans des livrets A, etc., dans des comptes où il n'y a rien. C'est ça que vous targetez en fait. C'est en gros, vous dites aux épargnants, enfin aux Français finalement, regarde ce que tu as dans ton livret A, que tu fais rien avec, ou regarde comment tu peux épargner plutôt que de consommer, parce qu'il y a un peu de flux qui va dans la consommation aussi, peut-être. Il y a un peu de flux qui va dans la consommation, et surtout, faut pas cracher sur le livret A non plus, parce que le livret A, au final, quand tu regardes, c'est un super produit. Actuellement, l'inflation, elle est à 2,6. Tu as un produit qui te sort 3% net de fiscalité, et qui en plus est garanti par l'État. Donc, dans l'absolu, le produit est plutôt pas mal pour ton épargne de précaution. Pour les 3 mois, 4 mois de dépenses que tu dois toujours avoir de côté au cas où il t'arrive un problème et que tu as besoin de liquidité vite pour, je sais pas, tu dois payer celui qui bosse à 50 bornes de sa maison et qui a besoin de sa voiture, qui a un problème, l'assurance couvre pas tout, il a besoin de liquidité, tac. C'est vraiment sur ces sujets-là que le livret A est ultra utile. Maintenant, celui qui a 20, 30 ans, qui doit mettre de l'argent de côté pour sa retraite, son livret A, c'est pas adapté. C'est vraiment pas adapté parce que 3%, c'est insuffisant. Ouais. C'est vraiment juste le matelas de sécurité. C'est le matelas de sécurité que tu dois avoir. Vraiment, j'insiste là-dessus. On ne doit pas mettre all-in sur les marchés financiers comme on a pu le voir avec certaines personnes sur le marché des cryptos. J'ai vu des gens sur Twitter qui indiquaient j'ai fait un crédit conso pour investir en crypto. Enfin, tu vois, c'est un peu aussi une part c'est notre responsabilité aussi de donner les bonnes pratiques aux gens et de dire quand c'est vraiment des mauvaises idées. C'est quoi les autres peut-être troubles ou comportements déséquilibrés qu'ont les Français avec leur investissement, leur épargne, qu'ils ont pu constater également? Chez nous, j'en ai pas constaté énormément. Il y a forcément des biais psychologiques si tu veux quand tu investis. Un des biais psychologiques que tu peux avoir, imaginons que tu achètes une action qui vaut 100 €. Elle monte à 200.
tu es ultra content. Maintenant, tu avais acheté la même action, elle passe de 100 € à 300 € et elle redescend à 200. Et ben, la majorité des gens ne vont pas être contents. Alors que le résultat est le même. Et là, tu as un biais psychologique qui rentre en compte, qui dit « Ah, j'ai perdu de l'argent », alors que pas du tout. Donc ça, c'est le genre de comportement que je retrouve actuellement. Après, chez nous, c'est beaucoup plus simple dans le sens où on a mis en place un produit qui s'appelle le plan d'épargne. Donc ça réplique la méthode du DCA. Je ne sais pas si tu es familier, donc c'est le dollar cost averaging, qui consiste à dire, en fait, je ne me pose pas la question de quand est-ce qu'il faut que j'achète et ainsi de suite. Moi, je mets un montant précis sur, je ne sais pas, tous les mois, toutes les semaines, donc il faut que ça soit de façon régulière sur le même actif. Et un actif, ça peut être un actif qui est diversifié, comme un ETF monde, par exemple, qui va aller t'investir dans 1600 actions, ou ça peut être une action en particulier. Donc tu choisis, et en fait, tu automatises ce système-là. Et ça te libère complètement l'esprit de la variation des marchés. Quand les marchés sont bas, tu vas en acheter plus avec tes 50 €. Quand les marchés sont hauts, tu vas en acheter moins, mais tout ce que tu as eu avant, ils se seront appréciés aussi. Donc cette méthode-là, en fait, tu regardes plus ce qui se passe sur les marchés. Tu t'en fous. Il y a une vraie vertu sur la gestion du temps et la charge mentale. En revanche, il y a quand même, tu le pondères quand même selon là où se trouvent les marchés. Tu vois, là, ils sont au plus haut. Est-ce que tu vas mettre autant que tu pourrais mettre s'ils étaient plus bas? C'est vraiment du équilibré partout, quoi. Ouais. Tu as 20, 30 ans, tu as investi, tu as, je sais pas, 30 ans d'épargne devant toi, 40 ans. Des crashs sur les marchés, tu vas en avoir 3, 4, 5. Ça fait partie du truc. Et la stat que je te donnais tout à l'heure sur les marchés actions font en moyenne 7,5. Si tu annualises et que tu es sur le marché au moins 10 ans, elle tient compte de ces crashs-là. Parce que là, encore une fois, on parle, j'imagine que c'est ça dont tu parles aussi, c'est que vous visez avec Trade Republic, on est sur horizon 20-30 ans pour préparer la retraite. L'épargne long terme. L'épargne vraiment long terme, ouais, ok. C'est pas provisionne pour un besoin qu'on a identifié dans 5 ans. Tu peux le faire aussi. Mais du coup, en effet, tu vas pas avoir le même comportement. Si tu veux quelque chose pour dans 5 ans qui soit d'une manière un petit peu plus certaine, dans ce cas-là, tu vas potentiellement plus acheter une obligation. Qui est une dette, c'est un peu moins volatile, donc c'est-à-dire que la variation du prix va beaucoup moins évoluer dans le temps, mais par contre, tu connais à l'avance les intérêts que tu vas recevoir. Et la date d'échéance, quoi. Et la date d'échéance. Et donc ça, en effet, c'est moins risqué, du coup. Après, la notion de risque, on en reparlera, si tu veux. Parce que laisser de l'argent sur ton compte courant, c'est considéré comme non risqué, sauf que tu es sûr de perdre de l'argent face à l'inflation. Donc voilà, on en reparlera. Mais dans l'absolu, les variations, en effet, sur les obligations sont par nature moins fortes que sur les actions. Donc si ton projet a un horizon de temps plus court, tu vas peut-être plutôt investir sur ce type de produit. Ouais. Vous avez une feature qui est très appréciée là, chez Trade Republic, qui est le cashback. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. C'est le SafeBack. Le SafeBack, pardon. Ouais. D'intérêt sur les dépôts. Alors, non, le SafeBack, c'est le bonus qu'on donne sur la carte bancaire. Sur l'utilisation de la carte bancaire. Ouais. Donc c'est plutôt le cashback dont je parlais en fait. Alors, c'est pas du cashback, c'est simplement qu'on fait ce que toutes les banques devraient faire en Europe. On donne des intérêts sur l'argent des gens, en fait. C'est-à-dire que toutes les banques, toutes les nuits, elles vont placer une partie des dépôts à la Banque Centrale Européenne. C'est comme ça que le système européen fonctionne. Et la Banque Centrale Européenne donne des intérêts aux banques. Donc ça s'appelle la facilité de dépôt. Donc du coup, la Banque Centrale donne des intérêts aux banques, toutes les nuits en fait. Et bien nous, on les redonne à nos clients parce qu'on considère que c'est leurs intérêts vu que c'est leur argent. Quand historiquement, toutes les banques, en tout cas en France, conservent ces intérêts-là. Ça m'avait, quand j'ai entendu la première fois, ça m'avait assez choqué, je dois dire. Est-ce que, jusqu'alors, le sujet commence à arriver très fortement. Ça arrive dans les journaux qui sont un tout petit peu plus mainstream maintenant. On a d'autres néobanques en France qui ont commencé à dupliquer ce modèle-là. Donc, qui sont alignés, on va dire, sur cette valeur-là de repartage, en fait. Quand vous avez lancé cette idée-là, est-ce que, en fait, jusqu'alors, cette pratique était de ne pas le faire, de ne pas le retrocéder aux clients, que c'était de la marge bancaire tout simplement, est-ce que c'est une pratique juste historiquement, traditionnellement, c'est comme ça que ça marche? Ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre
qui pourrait faire que, bah non, tu vois. C'est historique. En fait, c'est dans les années 60 ou 70. Les banques n'étaient pas si connues que ça. Les gens étaient encore en partie payés en espèces. Et l'État voulait bancariser les gens. Donc que les gens commencent à ouvrir des comptes bancaires. Pourquoi, je ne sais pas. Mais voilà, l'histoire veut que, du coup, pour inciter les gens à ouvrir des comptes en banque, les banques, avec l'État, il y a une sorte d'entente pour dire vous n'allez pas faire payer les frais de tenue de compte, ni la mise à disposition d'un chéquier aux gens, pour les inciter justement pour que ça soit plus facile pour eux, qu'il n'y ait pas de coûts, mais en même temps, vous pouvez garder les intérêts générés par l'argent qui sont sur les comptes courants. Voilà, donc c'est la règle du ni-ni. En fait. Ni frais de tenue de compte, mais ni intérêt. Bon, entre-temps, les produits ont changé, les chéquiers, on en voit plus. Tu regardes, en moyenne, maintenant, c'est 20 € par Français par an de frais de tenue de compte. Et les cartes bancaires, ça coûte 60 € en moyenne par an aux Français. Entre ceux qui la font pas payer du tout et ceux qui la font payer 200 €. Ouais, là aussi, il y a un range énorme. Donc, t'imagines, maintenant, tu payes des frais de tenue de compte et tu payes ta carte bancaire. Tu n'as plus de chéquier dans tous les cas, ou très très peu. Mais en même temps, tu touches pas les intérêts. Donc voilà, il y a une rupture en fait dans ce deal qui a pas été comblée de l'autre côté. Et donc vous alignez vraiment 1 pour 1 avec les actuellement 3,75, 1%. Oui, c'était 4% depuis novembre de l'année dernière jusqu'à il y a une petite quinzaine de jours. Et donc oui, maintenant c'est 3,75, on s'aligne sur le taux. On redonne 100%. Pour faire un parallèle avec... C'est brut, c'est important aussi de le préciser. Qu'est-ce qu'il y a derrière après Flat tax, comme pour tout produit financier, comme tout intérêt que tu touches en dehors d'un livret réglementé. Oui, tout à fait. Ouais. Donc à la fin, dans la déclaration, il faudra le noter. Au lieu de toucher 3,75 sur quelque chose et payer de la fiscalité que rien recevoir sur rien et pas payer d'impôts. C'est un gain net. Voilà. Ouais, d'accord. Ouais. Pour faire le parallèle avec le DSR, du coup, est-ce qu'il n'y a pas une idée qu'avec autant de rémunération sur quelque chose qui dort, bah, finalement, on peut le laisser dormir sur ce compte, plutôt qu'aller le mettre en DCA, parce que justement, on est pressé d'aller tout de suite placer de l'argent qui, sinon, on va se faire complètement grignoter par l'inflation. Comment tu vois les choses ? Le taux 4%, 3,75, c'est le taux de maintenant. Peut-être que l'année prochaine, c'est à 2%. Donc voilà, y a pas on ne garantit pas que dans les 40 prochaines années, la BCE va garder ses taux comme ça. On ne garantit pas sur les actions non plus d'ailleurs. Mais pour moi, le combo le plus sympa, c'est tu mets ton argent en début de mois, tu fais des investissements en DCA à la semaine. Donc chaque semaine, on vient prendre sur ces espèces et on les investit. Et en même temps, l'argent qui n'est pas investi, elle touche les 3,75. Et là, c'est un combo rendement-risque qui devient très très intéressant. Si tu touches des intérêts sur ce que tu n'as pas investi, et ce que tu as investi, bah, il est apprécié à la valeur du marché. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'aider au maximum les gens à augmenter leur épargne, simplement. Dans un court instant, on verra sur quel support les épargnants français investissent le plus, pourquoi les intérêts composés et les frais sont les deux côtés d'une même pièce, et qu'est-ce que Trade Republic nous prépare pour booster encore davantage notre capacité à investir. À tout de suite. Ouais, il y a une flywheel, quoi. Tu rentres, l'argent rentre, immédiatement elle travaille, au moins à 3,75, c'est le floor, on va dire. Et après, tu peux chercher plus horizon long terme et du coup plus de perf sur des trucs. Ouais. Tu as une autre partie de la flywheel aussi qu'on a lancée récemment. C'est, je sais pas si tu as vu passer, mais on a lancé une carte de paiement qui te permet de dépenser partout. Enfin voilà, je ne vais pas m'étendre dessus, hormis le côté physique de la carte qui est un miroir qui est très très sympa. Je pourrais te montrer. Utile aussi ou... Moins utile. C'est un objet, si tu veux. Mais l'idée derrière ça, elle est plutôt intéressante quand on a brainstormé sur le format de cette carte. L'idée d'avoir un miroir, c'est un peu aussi pour dire, comme les intérêts, c'est ton argent, c'est ta carte, c'est toi que tu vois dedans. C'était pas pour culpabiliser les gens de c'est pas le logo de ta hein. carte. Ouais. C'est pas le logo de ta banque, pardon. C'est vraiment toi que tu vois dedans. D'accord. C'est l'idée de dire, voilà... c'est toi le client, c'est pas tu vois, celui d'à côté, il n'a pas la même carte que toi, sauf si c'est toi qui regarde dans sa carte. Mais du coup pardon, je dévie. La troisième partie de cette flywheel là, c'est le SafeBack.
Et donc ça, on redonne 1% de toutes les dépenses que tu fais avec la carte, on te les redonne en DCA. D'accord. Donc tu fais 1500 € de dépenses avec ta carte par mois, tu avais un DCA, je sais pas, à 100 € sur l'action totale, et ben en fait, on va te prendre 100 €, mais on va te donner 115 € d'action totale, parce qu'on va rajouter nous 15 € de bonus là-dessus. Et donc ça vient t'aider encore plus à épargner. Et c'est pas du coup versé en une fois. Le long de ces fameuses 4 semaines pendant le mois. Le save-back, on l'exécute une fois par mois, oui. Ah, une fois par mois. Oui. Comment c'est du DCA alors? Ah oui, parce que c'est tout de suite injecté. Mois. Oui, d'accord. Tous les mois. Ouais. À hauteur de 1500 €, donc tu disais en conso, quoi. Maximum, ouais. Ouais, ça marche. Ce qui est au-dessus de la moyenne de dépenses des Français. Enfin, il faut aussi rester raisonnable. Une carte, ça se enfin, on comprend qu'il y a des coûts de fabrication. Vous la faites gratuite, non? Il y a des frais aussi? La virtuelle, elle est gratuite. Pas de coût de fabrication. On en a une en plastique qui coûte 5 €, livrée. Donc ça couvre les frais de livraison et les frais de production de la carte. Et la miroir dont je te parlais il y a quelques instants, elle est en acier brossé. Elle pèse 25 grammes. Elle est fabriquée aux États-Unis. Elle, il y a un tout petit peu plus de coût. Elle coûte 50 € une fois. Elle est valable 5 ans. Donc ça représente à peu près 80 centimes par mois, si jamais tu remensualises le coût. Donc c'est pas non plus excessif. Mais c'est clairement du coût de production, ouais, bien sûr. Dans les clients qui... Vous, ça fait 2 ans et demi, hein, je crois, que vous êtes entré sur le marché 2021. 2021. Donc il y a quand même pas mal de données sur enfin, en tout cas les comportements d'utilisation et d'investissement qui sont faits au travers de Trade Republic. Vous, quelles sont les choses que vous voyez peut-être qui vous étonnent ou peut-être qui vous étonnent pas ou moi, ce qui m'étonne pas et ce sur quoi j'aurais pu mettre un petit billet de pari avant, c'est que les femmes épargnent mieux que les hommes. 2023, les femmes ont fait 2% de plus en moyenne de rendement que les hommes chez nous. Et on a regardé ça sur 4 millions de clients. Donc c'est un échantillon très représentatif de la société européenne. Du coup, on a été un petit peu plus loin, on a regardé pourquoi. Et bien en fait, c'est simple, parce que les femmes, déjà, elles font plus de DCA que les hommes. Elles vont moins... elles sont plus rationnelles, du coup, elles vont moins acheter sur de la news, sur du sentiment, sur de l'intuition. Donc du coup, elles vont moins se tromper. Elles font du DCA. Plus que les hommes. Elles investissent de manière un peu plus diversifiée. Les femmes ont plus recours aux ETF, qui sont par nature diversifiés, qu'aux actions, par rapport aux hommes. Donc voilà, c'est des comportements qui font qu'elles se connectent un tout petit peu moins à l'appli aussi. Elles regardent moins souvent leur compte. Donc voilà, et le résultat, c'est 2% de plus. Donc si les hommes avaient fait en 2023 en moyenne 6% de rendement sur leur épargne, les femmes en ont fait 8%. Et je trouve que c'est super. Bah sur si peu de temps, c'est quand même assez conséquent. Ouais, en termes de complètement. Ouais, après, tu avais un marché quand même, 2023, qui était assez porteur. Qui était boule, quoi. Ouais. Et là où je voulais aussi t'emmener, vas-y, je t'en prie. Vas-y. C'est sur les produits, on parle toujours de TF, enfin DCA sur ETF. En gros, je crois que la philosophie, ça a toujours été un peu ça. Vous l'avez martelé aussi assez régulièrement. Parce que c'est le plus simple. DCA, ETF, c'est toujours votre avis. Et c'est aussi le comportement du coup des Français complètement qui sont chez vous. Ouais. Et ce que je peux te dire, c'est que les Français sont les meilleurs élèves en Europe sur l'investissement DCA en ETF chez Trade Republic par rapport aux 17 autres pays représentés. Donc, ouais. En fait, moi, ça m'étonne pas, si tu veux. Mais non, mais t'expliques aux gens que faire un DCA, déjà, c'est simple. Tu vois, tu l'expliques en 3 mots. Tu investis le même montant sur le même actif de façon régulière. C'est pas une notion qui est très compliquée à faire comprendre. Et derrière, t'expliques qu'au lieu de devoir choisir toi-même tes actions, en fait, bah, t'as juste à toutes les acheter. T'achètes un petit bout de toutes. Du coup, en final, ça revient à dire je sais pas dans quoi investir. Là, j'ai investi dans l'économie mondiale. Ouais. Parce qu'au final, le TF Monde, c'est ça. Si tu penses que la croissance mondiale va continuer, comme ça fait déjà 100 ans que ça continue, est-ce que ça va encore continuer dans les 30 prochaines années? Oui, bah dans ce cas-là, ETF Monde. Si tu penses non, dans ce cas-là, t'as d'autres sujets. Faut prévoir un petit peu plus de liquidité sous le matelas, j'ai envie de dire. Mais tu vois, tu prends ce sujet de la finance qui est un peu compliqué, de ce mot ETF qui est un peu compliqué, de ce mot DCA que au final, si tu me poses pas la question, personne connaît. Tu remets tout ça avec des mots qui sont ultra simples, parce qu'au final, le concept est simple.
tu arrives avec un produit financier qui est adapté à tout le monde. Et tu peux en parler. Moi, ça m'arrive dans le taxi. Je monte dans le taxi avec mon pull Trade Republic. Le chauffeur me dit vous voulez pas regarder j'ai mis 3 DCA en place, 3 plans d'épargne en place sur 2 ETF et une action. Vous en pensez quoi? Donc, avec du taxi, tu vois. Ouais, mais ça, c'est vraiment... Ça démocratise toute cette discussion-là. Et ça a été amené surtout par la grosse génération d'investisseurs qui sont la génération Z. Ceux qui sont arrivés grâce à la crypto. Yes, carrément. Qui ont compris même d'ailleurs les mécanismes de politique monétaire. Je trouvais ça marrant au travers de la crypto. Oui, parce que c'est une génération qui se laisse pas forcément entourlouper par son banquier, qui va creuser au fond des sujets et qui surtout qui s'éduque. Pourquoi? Parce que c'est une génération qui a grandi avec les réseaux sociaux. Et en fait, la retraite, il n'y a même plus d'équivoque, quoi. Et surtout, elle sait que la connaissance, elle est accessible gratuitement. Tu vas sur YouTube, tu tapes DCA, un mec qui va se mettre avec un PowerPoint et il va t'expliquer ce que c'est le DCA. En 15 minutes, tu l'auras fait. Tu fais pareil pour les ETF. En 15 minutes, t'es plus éduqué que 90% de la population sur les ETF. Donc en fait, s'il y avait un message à faire passer, c'est si vous passez 15 minutes par jour à comparer les prix des forfaits téléphoniques pour essayer d'économiser un petit peu d'argent, ou si vous passez 15 minutes par jour à regarder des vidéos sur Instagram pour comment créer un dressing en faisant un hack avec les modules Ikea, passez aussi 15 minutes à vous former sur les sujets d'argent, et c'est ce qui fera que vous ne serez pas dans la panade dans 10-15 ans. Un petit peu j'ai l'impression le penchant, un petit peu le pendant, l'autre côté de cette démocratisation de l'accès à l'information, etc., et qui est très bien. Moi, ce que je vois peut-être comme un peu plus risqué, dans le sens où à surveiller, c'est qu'il y a quand même une libéralisation et tous les entreprises, institutions financières sont derrière aussi pour pousser des produits toujours plus innovants, marketing, des choses toujours plus exotiques, des accès. Enfin, les gens ont envie aussi d'accéder, de toucher, de faire des choses, de s'aventurer dans des trucs. À côté de ça, donc ça peut être contre la performance aussi, leur propre performance, versus un discours plus conservateur, plus efficace en termes de performance, mais peut-être qui s'écoute moins. En quoi tu penses que c'est contre la performance, la première partie? Je pense que ça pourrait être contre la performance si on commence à vouloir mettre des billes sur un peu tout, sans forcément contrôler, qu'on peut aller sur des trucs très risqués sans comprendre qu'il y a le risque derrière. C'est en ça que je venais sur ma question, tu vois, si on arrive sur des produits dérivés, si on arrive sur des trucs synthétiques, où on se dit ouais, regarde ce que j'ai accès, parce que dans des dîners de famille, c'est bien de dire regarde dans quoi j'ai accès. Il y a aussi cette idée, et je pense que c'est un bien d'accessibilité avec les interfaces utilisateurs, des apps toujours plus pratiques, rapides, ouais. Moi j'ai toujours un peu cette idée, peut-être conservateur, c'est parce que je suis peut-être un peu plus âgé, je suis assez méfiant quand plus c'est facile et rapide et en 2 clics j'ai le truc sur mon compte, plus je me méfie, je me dis attends, c'est quoi les derrière, qu'est-ce qui réellement est à moi, etc. Là on sort quand même d'un boule. Donc, ouais, c'est ultra important aussi c'est encore l'étape d'après, ça, si tu veux. C'est quand tu commences à t'y intéresser suffisamment et à bloquer suffisamment de temps dans ton emploi du temps, dans ta journée, pour aller vouloir faire mieux que les autres. Parce qu'au final, l'idée du DCA en ETF, c'est pas de faire mieux que les autres. Parce que ça, c'est la promesse de tous les gérants d'actifs et au final de toutes les institutions d'investissement. Nous, on pense que faire la moyenne, c'est suffisamment bien, parce que la moyenne, elle est déjà à 7,5. Par contre, tu as plus de certitude à faire la moyenne quand tu investis en DCA, en ETF, que de certitude à battre la moyenne quand tu investis dans un fonds de gestion active. D'ailleurs, ils n'y arrivent pas. Il y a 93% qui n'y arrivent pas sur 10 ans. Donc, par contre, tu as 4% de frais, par exemple. Donc, s'il y a un truc à retenir, au final, c'est ton meilleur ami, c'est le temps. Ton pire ennemi, c'est les frais. Parce que tous les deux subissent le même mécanisme qui est la composition. Donc, c'est les intérêts que tu as reçus la première année, ils vont eux-mêmes générer des intérêts l'année d'après, qui eux-mêmes vont continuer, et ainsi de suite. Bah, ça marche pareil avec les frais. Les frais que tu as payés maintenant sur ton investissement pour ta retraite dans 20 ans, si tu as payé 1 euro, ça va représenter tout ça. Tu vois. Donc, au final, c'est ça le sujet clé. Et il y a de la friction aussi, justement, quand tu réalloues ton capital d'un côté vers l'autre, ça donne des frais pour la personne qui crée le produit, mais pas pour toi. Mais c'est ça. C'est ultra important, en fait. C'est pour ça qu'en effet, plus tu es actif, plus tu achètes d'actions, plus tu investis dans des produits différents et ainsi de suite,
plus tu vas créer cette friction là dont tu parles d'un point de vue frais qui au final va endommager ta performance et ça peut être d'une manière très forte au final. Quand tu regardes encore des contrats d'assurance vie avec des 4% de frais d'entrée, des frais de gestion à 2% annuels, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la première année, en fait, tu as déjà perdu 4% de ton argent, plus ils te reprennent 2%. Peu importe si tu gagnes de l'argent ou pas. Et ça, c'est pareil tous les ans. Compliqué. C'est la seule certitude que tu as. C'est ça. Tu as 2% de moins. D'ailleurs, c'est quoi la structure des frais chez Trade Republic? La structure des frais, nous, c'est très très simple. Tu pourras confirmer la grille tarifaire, mais c'est 1 euro par transaction. Peu importe le montant. Bah oui, parce que nous, ça ne nous coûte pas plus cher. De dire vendez 50 000 euros d'action totale ou vendez 50 euros d'action totale, c'est pareil. C'est une petite ligne de code qu'on envoie sur le marché. Voilà. Donc c'est 1 euro. Et les plans d'épargne, eux, ils sont gratuits. Ils sont gratuits parce qu'en fait, on a une technologie qui nous permet d'agréger l'ensemble des ordres. Donc, moi, si j'ai 100 000 clients qui font un DCA sur l'action totale mensuellement, eh ben, le 2 du mois ou le 3 du mois, je vais passer un ordre sur le marché pour ces 200-300 000 actions totales. Donc moi, ça va aussi me coûter qu'un seul ordre. Donc, je n'ai pas besoin de refacturer l'ensemble de mes clients pour ça. C'est ce qui permet de le faire gratuitement. C'est quand même avantageux. Enfin, là, du coup, pour passer des gros ordres, ça peut être... ça peut être bien. On n'a pas cette friction si on veut aller de l'un à l'autre, mais c'est pas... L'idée, c'est quand même de placer long terme et de continuer à faire grossir cette boule de neige. C'est ça. Pas la retirer, quoi. Pas retirer Complètement. C'est tout l'idée. Et après, il n'y a pas de frais spécifiques. Sur les ETF, c'est quoi les ETF préférés et parce que là aussi, ils s'en créent pas mal, hein, des produits. Des trucs. On commence à avoir beaucoup sur le marché d'ETF. Et après, c'est bien aussi parce que tu commences à avoir des ETF sur des thématiques un petit peu... j'aime pas trop le mot tendance, mais ce qui permet aussi aux gens d'investir selon des convictions un petit peu particulières. T'as des ETF qui vont investir dans des entreprises uniquement qui respectent, par exemple, l'accord de Paris. Donc, si t'as une conviction que t'as envie que ton épargne soit orientée sur des choses bonnes pour la planète, tu peux faire ce choix-là grâce à certains ETF. Ouais. Et ça, c'est facile. Il y a un petit acronyme, ça s'appelle PAB, c'est pour accord de Paris dedans. Mais oui, tu commences à avoir beaucoup d'ETF. Évidemment, le plus acheté chez nous, c'est le ETF Monde. MSCI World. MSCI World, ouais, complètement. J'essaie de le refranciser, celui-ci, justement pour ce côté d'accessibilité. Le deuxième le plus acheté, c'est la tech. Ce qui est logique, la tech, c'est ce qui a drivé la performance des 10-15 dernières années. Tu regardes le cours du Nasdaq, c'est incroyable ce qui s'est passé. Tu regardes Nvidia, ce que ça fait depuis 2 ans, c'est complètement délirant. La capi boursière de Nvidia, c'est plus que l'ensemble de la capi boursière du CAC 40. C'est assez déconnant. Ensuite, c'est d'autres thématiques. Tu peux avoir la thématique de l'eau aussi. Tu as des ETF qui répliquent le cours de l'or. Ça peut être assez intéressant dans les périodes de forte volatilité sur les marchés, si tu veux te mettre sur un actif un peu différent. Et après, tu as vraiment tout ce que tu veux. Si tu veux un ETF qui te donne les intérêts de la Banque centrale, ça existe. Si tu veux un ETF qui te permette d'investir dans des obligations d'État, ça existe aussi. Voilà, ça dépend du niveau de détail et surtout du niveau de connaissance de l'investisseur. Vous êtes aussi en Europe, du coup, hein, partout 17 pays, ouais. 17 pays. Alors, c'est pas l'Europe, c'est la zone euro. Ouais. Et là aussi, est-ce qu'il y a des différences dans la façon dont les gens investissent et épargnent en dehors des frontières? Complètement. Alors, déjà, tu as une différence d'éducation par pays. Tu as des pays, et surtout les pays un peu plus nordiques, en Hollande, même la Belgique, d'un point de vue éducation financière, c'est un tout petit peu plus élevé que ce qu'on voit en France. Donc les investissements qui vont être réalisés par ces clients sont un peu différents. Ouais. Ça va être soit un tout petit peu plus précis dans l'ETF qui va être sélectionné, soit ça va faire un tout petit peu plus d'actions. Donc c'est quelqu'un qui va dire non, moi je veux pas d'ETF parce que je veux choisir moi-même mes actions, et il va se construire un portefeuille lui-même long terme sur des valeurs sur lesquelles il pense avoir une conviction forte. En Italie, l'obligation est un vrai sujet, ouais. Après, c'est historique, ils ont un avantage fiscal quand ils achètent les obligations d'État italiens. Donc, c'est un produit qui est déjà plus connu dans la population. En Espagne, les ETF sont beaucoup moins connus, par exemple. Pareil, historiquement. Et généralement, ce qui est très dommage, c'est que
c'est justement à cause de différences fiscales. C'est ce que j'allais demander. En fait, tout ça, c'est drivé par le fiscal quand même. Oui. Ouais. Complètement. Ce qui est vraiment dommage, parce que la fiscalité, c'est pas un objectif d'investissement en soi. Oui, bien sûr. C'est un moyen d'atteindre ton objectif, mais moi, je préférerais toujours payer 30% de flat tax sur 100 € gagnés dans mon compte titre que 0 sur 30 € gagnés dans mon assurance vie. Hein. Ah, mais ça c'est structurel. Mais je pense que c'est le levier aussi des gouvernements pour attirer les gens d'un produit vers un autre. Tu regardes par exemple la politique dans le logement, les gens ils font acheter du Pinel. Comment ils le font? La carotte fiscale. Alors que le truc, il y a des produits dégueulasses. Ça vaut 30% de plus que le prix moyen du marché sur le neuf. Et tu te retrouves avec les mêmes durées d'investissement, ce qui fait qu'il y a tout le monde à la fin qui vend en même temps. Et du coup, c'est invendable. Tu vois, je suis d'accord. Il y a un produit qui moi, je trouve est ultra intéressant pour les Français. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de pays qui nous l'envient et beaucoup de pays qui sont en train de travailler notamment pour faire le même système. C'est le plan épargne en action. Le PEA, ton avantage fiscal est intéressant parce que tu payes juste les prélèvements sociaux. Tu payes plus l'impôt sur le revenu si tu restes dedans pendant 5 ans. Ça te permet de faire du DCA en ETF, ça te permet de faire du DCA en action. Pour moi, c'est le meilleur produit pour la retraite pour les Français, et en tout cas celui qui peut s'appliquer au plus grand nombre. Tu vois, on a vu que le PER n'était pas adapté à ceux qui ne payent pas d'impôts et ainsi de suite. Et tu peux t'exposer à d'autres classes d'actifs via justement les ETF synthétiques synthétiques dans le PEA. Ça, tu valides aussi que c'est un bon... Il y a des ETF qui du coup te permettent d'investir sur la tech US tout en étant éligible au PEA. Celui qui a fait ça sur les 15 dernières années, là, il est plutôt pas mal. Ça ne veut pas dire que ça va se reproduire dans les 15 prochaines, hein. Évidemment pas, mais celui qui a fait ça, là, oui. Donc finalement, en Europe, pas vraiment trop de différences, vraiment, à part le fiscal, etc. Non, parce qu'en fait, en Europe, tout le monde souffre un peu du même problème de démographie. Donc tous les systèmes sont plus ou moins en problème, sauf potentiellement la Suisse, qui a un système pur de capitalisation. Mais non, les problématiques sont pareilles. Les plans d'épargne sont beaucoup plus populaires en Allemagne qu'en France quand même, parce que là-bas ça fait déjà au moins 20 ans que les pouvoirs publics et les institutions financières ont investi dans l'éducation. Quand en France ça démarre depuis 2-3 ans. Et tu vois quand même un changement, alors c'est court, mais dans les 2 ans que tu as pu observer des mouvements auprès des clients. Est-ce qu'il y a des sorties justement de ces comptes courants là qui ne servent pas et qui sont grignotés par l'inflation vers des produits d'investissement? Il y a une proportion qui est moindre. Parce que c'était, tu m'avais parlé la dernière fois, c'était énorme, hein, le montant qui dort là-dedans, quoi. Alors sur les comptes courants en France, il y a aux dernières stats, c'était 543, je crois, à fin mars. Il faudrait que je regarde, les stats sont publics, hein, c'est sur le site de la Banque de France. Donc 543 milliards d'euros qui sont en stock sur les comptes courants. Si tu ramènes ça par foyer français, ça représente 18 000 € en moyenne. Et donc 18 000 €, si tu réappliques le taux de la BCE, donc c'est ce que ta banque elle touche sur tes 18 000 €, ça fait environ 780 € par an de manque à gagner. C'est un petit billet d'avion pour un endroit sympa, ça, normalement. Donc voilà, c'est... Et puis 780 € par an, avec les intérêts composés, en fait, ce que tu n'as pas touché l'année dernière, en fait, ça représente potentiellement 5, 6, 7, 10 000 € dans 30 ans. Donc tu peux pas te permettre, en fait, de laisser partir de l'argent comme ça dans des frais, dans des institutions qui, au final, vont pas avoir un service suffisamment clair et transparent pour te redonner ce type d'intérêt. Surtout si c'est full disponible. Parce que ça peut être aussi l'idée de dire, ouais, mais au moins je peux y avoir accès. Le plan d'épargne que vous proposez, il est aussi full disponible, quoi. N'importe quel moment, tu retires. Ah oui. Tu payes avec ta carte, c'est cet argent-là qui est débité. Non, il n'y a aucun sujet de blocage. Tu n'es pas comme sur un compte à terme ou des choses comme ça. Et les intérêts sont calculés toutes les nuits. Quand tu as un livret A, je crois que c'est calculé à la quinzaine. C'est stocké. Et tu touches les intérêts l'année d'après. Nous, on les verse tous les mois. C'est calculé toutes les nuits, on regarde, et à la fin du mois, on regarde ton solde moyen sur le mois précédent, et tac, les intérêts sont versés, simplement.
L'assurance vie, on en parle aussi beaucoup, enfin, c'est aussi pas mal plébiscité. Est-ce que tu vois des abus? Est-ce que tu penses que c'est un bon produit? L'abus que je vois, évidemment, c'est les frais. Tu regardes les frais moyens dans les contrats d'assurance vie, pour rémunérer quoi? Pour rémunérer quoi, en fait? Donc non, l'assurance vie par nature, c'est pas un produit d'épargne très long terme. C'est intéressant dans le cadre de la succession. Mais maintenant, quand tu vois qu'il y a plein de boîtes qui se lancent, même des startups, qui te font ouvrir des contrats d'assurance vie à des jeunes de 18 ou 20 ans qui n'ont rien à transmettre, je comprends pas trop l'intérêt. Hormis leur taper 2% de frais par an, je vois pas trop l'intérêt. Voilà. Il y a des cas vraiment prohibitifs, quoi. On n'y va pas. Enfin, et puis même, il faut y aller si on a un intérêt à y aller. Si le but c'est de garder l'argent pour toi, il y a un peu mieux à faire. On n'a pas évoqué de la crypto. Je sais que c'est pas vraiment. Enfin, c'est peut-être un segment sur lequel tu es peut-être un peu plus prudent. Pas spécialement. Moi, je fais un DCA sur le Bitcoin, si tu veux. D'accord. Okay. Personnellement. Okay. Tu sais, je te parlais tout à l'heure de la carte qui te permet de réinvestir dans ton TCA ce que tu dépenses. Eh ben, mes dépenses de carte vont sur le DCA Bitcoin. On en a une 50aine chez Trade Republic que tu peux acheter soit comme ça, acheter, revendre, soit faire du DCA dessus d'une manière simple. Et d'ailleurs, c'est beaucoup de DCA chez nous. C'est quoi les rouages derrière qu'est-ce qui conserve ces titres-là auprès de quelle plateforme d'échange c'est fait, juste pour avoir une idée? On a un dépositaire crypto qui garde ça dans un cold wallet, en fait, simplement. Et ensuite, on passe pas par l'exchange, on passe avec le plus gros market maker d'Allemagne sur la crypto-monnaie. Et l'exchange, ça dépend des pays. Je sais qu'on travaille en partie avec BitGo et Fireblocks aussi, que tu connais certainement. Ouais, je connais. Mais c'est vrai que c'est toujours un peu avec les cryptos le sujet un peu sensible de qui détient la crypto. Qui détient, voilà. Ouais. Alors. Il y a le petit adage qui dit si c'est pas ta clé, c'est pas ta crypto, jusqu'à ce que tu perdes ta clé. Non mais, mais c'est évidemment. Mais moi c'est mon. C'est le jeu, quoi. Ouais. C'est mon. Oui, c'est clair que quand tu le détiens dans une banque comme Trade Republic, bon, t'as ton cold wallet à toi qui est détenu chez Fireblock, qui est du coup sécurisé parce que toutes les transactions sont cryptées et ainsi de suite. Par contre, t'as pas le sentiment d'avoir la crypto dans ta poche. Je comprends. Très bien. Moi, j'y suis pas sur la crypto pour l'idéologie de décentralisation que ça apporte. J'y suis pour l'actif financier et l'espérance de gains futurs de manière très honnête sur mon épargne que ça va procurer. Et je suis pas suffisamment deep dans le sujet pour aller creuser. C'est aussi très peu mature, encore très en développement, mais je sais que c'est un sujet que moi ça me passionne en fait, la DeFi et tout ça, les finances décentralisées, et c'est un sujet, je pense que les générations... Oui, le jour où quelqu'un arrive à appliquer la blockchain dans les systèmes bancaires actuels, ça sera gagné, si tu veux. Moi j'ai tellement hâte que ça arrive dans les trucs de tous les jours, si tu veux. Je comprends, déjà, les virements instantanés, ça a réglé une petite partie du problème, mais il y a tellement d'opérations quand tu achètes un bien avec... tu veux signer avec ton notaire, l'enregistrement, et ainsi de suite, les droits de mutation. C'est des sujets qui peuvent être vraiment réglés par la blockchain. Ouais. Complètement. Là-dessus, j'y crois beaucoup. Mais avant ça, même il y a même possible. Enfin, il y a des gens aujourd'hui qui sont débancarisés, quoi, via une carte. Tu vois, je sais pas si tu connais Gnosis Card, ils ont fait ça. Non. Ils sont vraiment spécialisés sur la finance décentralisée, c'est-à-dire que tout se passe sur la blockchain, tous les services financiers traditionnels. Tu peux faire un crédit aussi. Tu peux faire du crédit. Ah ouais. Tu peux tout ce qui est staké, tu peux gagner des intérêts. Mais c'est vrai que ça s'adresse quand même à des gens avertis. Enfin, il y a vraiment des disclaimers importants à faire parce que c'est dans la même adage que pas ta clé, pas ta crypto, où tu es seul à bord. Et donc, je comprends aussi que ça peut pas forcément votre approche d'aller là-dedans. L'approche qu'on a, nous, vis-à-vis de la crypto, c'est de la proposer à nos clients qui sont là pour augmenter leur épargne. Ouais, on n'est pas dans le circuit d'aller améliorer de la défi ou ainsi de suite pour l'instant. On est vraiment sur proposer un actif financier complémentaire à nos clients. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'ils se comportent. C'est vraiment en complément d'un portefeuille action, tac, je mets un ticket Solana,
Bitcoin, ETH et ainsi de suite. D'ailleurs, c'est très regroupé sur 2-3 cryptos au final. On en a 52, 54. Et allez, 95% des encours de nos clients sont regroupés entre Bitcoin, ETH et une troisième. Sur l'actif du coup, l'actif derrière. Sur l'actif sous-jacent, y avoir accès, c'est ça que vous proposez. Et après, voilà, c'est déjà bien. Mais déjà, peu le font. Enfin, il y a encore. Ouais, mais étonnamment, il n'y a pas de différence d'âge chez nous. J'avais regardé ça par curiosité si potentiellement les cryptos étaient plus achetés par les 18-35 et ainsi de suite. Et en fait, tu compares ça avec ETF et actions d'un côté, les écarts sont pas si flagrants que ça. Donc non, tu peux avoir Jean-Michel, 55 ans, qui se fait son petit DCA à 200 € de Bitcoin par mois, sans problème. Il y a une feature qu'on a oubliée peut-être de ce que vous proposez. Parler du cashback, SafeBack, la carte bancaire, on en a parlé aussi. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous distinguent particulièrement dans l'offre? Bon, après, j'invite tout le monde à aller essayer si tu veux. Ouais, j'ai un compte. Tu peux regarder. C'est très... Même tu peux accéder à quasi l'intégralité de l'app sans avoir fait l'ouverture de compte, sans avoir mis ta carte d'identité. Donc ça te permet de voir. Non, c'est vraiment cette idée de t'épargnes, tu dépenses et t'investis. Tu vois, c'est cette flywheel dont tu parlais tout à l'heure. C'est clairement ça l'idée. C'est ce petit cercle vertueux de toutes tes actions en fait du quotidien qui sont un peu liées avec l'argent. Elles vont venir t'aider à augmenter ton épargne pour t'atteindre ton objectif qui sera long terme. Celui qui s'attend à avoir des graphiques dans tous les sens et des bandes de Bollinger sur l'appli Trade Republic parce qu'il y a trade dans le mot, il va être déçu. C'est vraiment pas ça l'idée. L'idée, c'est vraiment d'être simple et à la portée de tout le monde. Ouais, c'est ça aussi qui est assez clair dans votre offre, c'est que c'est pas pour faire du trading. Il n'y a pas d'analyse non plus financière. Il y en a qui le font parce que quand tu payes que 1 € si tu veux, de frais, donc il y en a qui viennent juste pour ça. Mais ils vont faire leur graphique sur des sites spécialisés, sur du Zone Bourse, ils vont suivre l'actualité financière précise sur Twitter, ils font leur plan de trading et ainsi de suite, et après ils exécutent avec leur téléphone, il n'y a pas de problème, mais c'est pas le sens de notre mission principale. Avec si peu de coûts, si peu de frais, coûts de structure tellement allégés, est-ce qu'il y a des choses que vous ne proposez pas du coup, que les banques avec leurs coûts élevés peuvent proposer? Pas spécialement. En fait, si tu regardes d'un point de vue réglementaire, on a une licence de plein exercice. Donc on peut vraiment tout faire. Si demain on avait envie de se mettre sur le marché du crédit immobilier, on pourrait le faire. Réglementairement, il n'y a rien qui nous en empêche. Le service qu'on ne propose pas, c'est d'avoir une agence bancaire au coin de la rue, par exemple. Ouais. Le contact humain, quoi. Ouais, tu peux pas. C'est sûr. Par contre, on est très disponible sur les réseaux sociaux. Ça, il n'y a pas de problème. Moi, tu peux venir m'envoyer un petit Twitter, un DM sur Twitter ou sur Instagram, tu auras une réponse dans la journée, sans problème. Et on a un service client aussi francophone. Et sur les produits, sur le produit même, en fait, c'est vraiment équivalent du coup. Équivalent à quoi? À n'importe quel produit qui est en banque. Ah bah non, il est plutôt unique. Le plan d'épargne en ETF, il n'y a pas grand monde qui le propose, tu sais. Parce que technologiquement, c'est un petit peu délicat et que les banques traditionnelles n'investissent pas dans de la tech à ce niveau-là actuellement. Et surtout que ça ne permet pas de générer de frais conséquents, si tu veux. Donc, elles n'ont pas intérêt à le faire. Ouais, je pressens que ça va quand même venir, quoi. Ouais, potentiellement, mais tant mieux, si tu veux. Au final, c'est vertueux pour l'épargnant. Donc, complètement. Il faut que les gens s'y mettent. Il faut que les lignes commencent à bouger. Il faut que les gens commencent à toucher des intérêts sur leur compte courant. Parce que sinon, on ne va pas s'en sortir, en fait. Si on te prend 2-3% de ton épargne en frais, on ne te redonne pas les intérêts de l'argent que tu as, et en plus, tu dois payer 4% d'intérêt sur ton crédit immobilier, comment tu arrives à faire grossir ton épargne, en fait? Tu disais dans l'IMO, vous n'avez pas d'intention, c'était juste un exemple rhétorique, mais tu n'avais pas de... Je peux pas... c'est nous, on est toujours très en contrôle, et notamment pour les nouveautés produits. Donc je peux te dire ce sur quoi on travaille, mais je peux pas dire quand ça sort, ou si on va le faire un jour, ou si on va pas le faire. Et tu sais, honnêtement, on est encore... au-delà d'être une banque, on est surtout encore une grosse boîte de tech. Et donc les roadmaps et les priorités de développement, c'est des choses qui changent tous les 3 mois. Donc, tu es toujours très agile. Tu vois, le fait de rémunérer les comptes courants, c'est un sujet qu'on n'avait pas travaillé avant. C'est quand Christine Lagarde a décidé de les remonter sur la première crise du Covid,
qu'on s'est penché sur le sujet et voir comment on pouvait faire bénéficier nos clients de cette hausse des intérêts. Et c'est en même temps que du coup, on a lancé les obligations. Parce que les obligations, sur les 15 dernières années, tu n'avais aucun intérêt d'en acheter. Quand tu as des taux à 0 ou à 1%, qu'est-ce que tu veux en faire? Sauf qu'en fait, tous les Français, ils en ont déjà de l'obligation. C'est ce que tu as dans ton fonds en euros, dans ton assurance vie. Ouais, sauf que tu le sais pas forcément. Tu le sais pas. Ouais, vous êtes agile pour aller sur d'autres produits. Voilà. Je dis ça parce que ça serait un bon combo aussi, tu vois. Alors, moi, ce que je comprends en fait de l'offre Trade Republic, c'est quand même un très bon outil de placement. Mais dans l'investissement même, bon, évidemment, c'est de l'investissement dans les marchés, mais tu vois, l'effet de levier de l'IMO qui génère du cash, qui va dans le compte Trade Republic qui est rémunéré, va dans du long terme, ça peut être assez vertueux. Si tu te rappelles ce qu'on a dit au tout début de cette session, sur le fait que quand tu penses à ta retraite, au final, le premier truc qui est pensé pour les Français, c'est d'être propriétaire de sa résidence principale. Ouais. Du coup, partant de ce constat-là, il serait potentiellement logique qu'un jour ou un autre, on regarde le sujet du crédit pour permettre à nos clients de devenir plus facilement propriétaires de leur résidence principale. Message reçu. Non, mais complètement. Et puis après, il y a aussi cette idée quand tu achètes une résidence principale. Oui, elle augmente. Ouais. Tu la vends, il n'y a pas de taxe encore au moment sur la plus-value. Ça aussi, c'est une dernière niche. De la RP. De la RP. Ouais, mais c'est 5 ans, non? 4 ans? Ouais. Mais enfin, ça, tu peux le faire aussi de façon séquentielle. Et après, aller sur des produits de placement. T'as des gens qui achètent leur RP en SCI aussi. Ouais, toi aussi, quoi. Mais oui, ça peut en effet. C'est encore un axe qui permet. Enfin, le levier pour l'épargne, c'est un axe aussi de création de richesse pour les gens. Donc oui, ça fait sens. Non, il y a un outil de plus vraiment dans la boîte à outils, là, je pense, par rapport à l'offre de ce que j'ai vu quand j'ai ouvert le compte et ce que j'en ai fait, vraiment, c'est comme ça que je le vois. Donc c'est en ligne avec ce que tu nous dis depuis 1 heure, donc c'est parfait. Bah, merci beaucoup, Vincent. Est-ce qu'il y a un truc qu'on a oublié de dire peut-être ou que tu souhaites Non, partager? Par contre, si tu as des questions, des remarques qui arrivent de ta communauté, soit tu me les transfères, soit tu... Moi, en tout cas, je suis joignable sur Twitter, donc c'est avec grand plaisir si je peux échanger. J'ai fait un petit test juste avant sur Insta et c'est assez unanime. Les gens sont assez on va dire, conquis par l'offre, quoi. J'ai pas eu de commentaires négatifs. T'as fait un petit test? Ouais. Je l'ai pas vu. Ouais. J'ai fait une story sur Insta il y a 2 jours. Et super. C'était positif. Donc, mais t'inquiète que si je vois des choses constructives, je remonterai avec toi. Super. Est-ce que tu as des ressources peut-être autres comme des livres, des sites, des choses pour s'éduquer financièrement, les trucs qui t'impactent le plus pour toi? Celui qui veut connaître un petit peu mieux les ETF avec des mots simples, il y a un bouquin qui vient de sortir par un mec qui est sur Twitter, donc il est anonyme, il s'appelle Le Prince des ETF. C'est sorti il y a quelques semaines. Moi je l'ai commandé et en vrai c'est assez incroyable la façon dont c'est expliqué. Et, je sais pas, tu termines, tu as l'impression de vraiment savoir comment investir, tu es beaucoup mieux armé, donc ça, c'est des choses que je peux conseiller. Et après, les podcasts, YouTube, l'info est vraiment accessible gratuitement. C'est quand même une des seules chances qu'on a, notre génération à nous. Alors après, évidemment, t'as 100 000 conneries, si tu veux, sur Internet. Je pense que l'objectif d'Internet n'a pas été complètement atteint. Mais le fait de pouvoir accéder à de l'information comme ça gratuitement et surtout d'expliquer de manière très claire, c'est assez précieux. Ouais. Le meilleur canal pour te joindre, tu disais, c'est Twitter, Insta? Twitter surtout, Insta avec un tout petit peu plus de délai. J'ai pas les notifs. Okay. Mais ouais. Ça marche. Super, merci beaucoup Vincent. Merci à toi Paco. À bientôt. À bientôt. Ciao.